tac. Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau Why Not Talk pour bien penser sa communication responsable. Donc merci beaucoup à Séverine Gubian et Jean-Patrice Clerc d'être avec nous ce soir. Et vous allez nous partager du coup quelques outils et méthodes liés à votre expérience grâce à votre agence Mimétique. Et j'en dis pas plus, je vous laisse la main. Moi, dans tous les cas, je reste là s'il y a des besoins de médiation. Comme je vois qu'on n'est pas trop nombreux au niveau des participants, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez, alors je parle sous le contrôle de Séverine et Jean-Patrice, mais directement intervenir. Et je me dis, ça fera des échanges plus interactifs. Voilà, tant qu'on n'est pas à 50, autant en profiter. Et Oui, voilà. complètement. Merci Camille. Bonsoir à tous. N'hésitez pas, si ça ne vous dérange pas avec l'enregistrement, bien sûr, au moment où vous posez votre question ou votre intervention, de peut-être mettre votre caméra si c'est possible, histoire qu'on puisse aussi voir un peu les visages et aller les enlever et laisser vos micros coupés si vous ne prenez pas la parole pour éviter les bruits supplémentaires. Et puis, merci à la Why Not Factory de nous proposer, nous avoir permis de faire ce Why Not Talk ce soir. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on va commencer par se présenter tous les deux rapidement. Et puis ensuite, on essaiera d'avoir un petit tour de chacun pour savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Et puis ensuite, on attaquera dans le vif du sujet avec une première partie un peu présentation. Et le but après, c'est de vraiment pouvoir vous accompagner, vous donner des pistes très concrètes sur vos projets. Et donc, ça tombe bien qu'on ne soit pas trop nombreux parce que malheureusement, entre guillemets, on n'a qu'une heure. Mais comme ça, on pourra directement répondre à vos questions, peut-être vous accompagner sur certaines stratégies de communication ou certaines habitudes que vous avez. Voilà. Je te laisse commencer. Alors, donc moi, c'est Jean-Patrice. Bonsoir à tous. Donc, avec Séverine, on a fondé l'agence Mimétique il y a quelques mois maintenant, presque 6 mois. Et donc, moi, au sein de l'agence, je m'occupe de tout ce qui est stratégie design graphique, donc tout ce qui est identité de marque, préparer des documents print, web, de la photo, vidéo. Donc voilà, tout ce qui est vraiment votre identité de marque, charte graphique, vos besoins. Et toujours sous l'idée de la communication responsable. Donc de designer des identités de marque, tout ça responsable, un peu plus en accord avec les nouveaux enjeux. Et moi, du coup, c'est Séverine. Pareil, je suis cofondatrice de l'agence Mimétique. Et moi, je suis beaucoup plus tournée sur la partie stratégie, dans le sens création de concepts, accompagnement sur les réseaux sociaux, création de contenu sur votre site web ou sur les réseaux. Et voilà, avec toujours, bien sûr, l'approche responsable, puisque ça, c'est l'identité même de notre agence. Donc nous, on reviendra sur tout ce qui est, juste après, sur qu'est-ce que nous, on entend par communication responsable, qu'est-ce que ça définit. Et juste avant ça, si vous pouvez vous présenter, faire un rapide tour de table. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu par un mail de préparer des supports de com que vous aviez pour vos projets ou pour vos entreprises, parce que c'est quelque chose qu'on reviendra après un petit peu pour un peu étudier, voir comment ça a été construit, ce que vous auriez pu faire, ce que vous avez fait, et certains outils aussi. Donc voilà, on vous laisse démarrer, de vous présenter. Le but avec votre support de com, ça peut être de présenter votre projet avec ce que vous avez justement, pour changer un petit peu, au lieu de faire un pitch plus basique, de présenter votre support et votre projet par le biais de votre support. Donc, on peut couper le partage si vous souhaitez du coup partager votre page web, votre page Instagram, peu importe. Un flyer, un kakémono, ce que vous avez. Et le but, c'est à travers ce support présenter qui vous êtes. Peut-être ce que vous attendez aussi rapidement, comme ça on pourra ajuster vers la fin selon vos demandes. Alors, je vous propose qu'on fasse peut-être dans l'ordre d'arrivée. Donc, Noémie, si tu nous entends, je te propose de commencer. Alors oui, pour ma part, j'ai pas de support particulier à vous présenter. Je suis une alternante en fait en communication, donc c'est pour cela que j'ai voulu assister à votre visio par curiosité d'avoir différents points de vue sur le métier de la communication. Ok, et du coup, tu es en alternance en communication. Alors,
parce que, alors, tu es en master, tu es en bachelor, tu es à peu près à quel niveau d'études? Et si c'est pas indiscret, tu es dans quelle alternance? Alors, moi, je suis en troisième année, donc en bachelor, Mhm. la dernière année, et je suis en alternance dans un intermarché Ok, euh, qui est franchisé à petite échelle. Ok. ok. Et du coup, tu as quoi en charge en termes J'ai de en mission? charge tout ce qui est réseaux sociaux et aussi les affiches présentes en magasin. Mais ce qui concerne les affiches présentes en magasin, c'est beaucoup la base générale d'Intermarché qui nous les fournit. Ouais, Oui, vu que c'est ok. franchisé, ouais, vous avez des, euh, des directives. Ok. C'est ça, on a une grosse base qui est déjà faite par le général. Ok. Merci. Merci. Du coup, après, ce sera Laure. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Laure. Je suis nouvelle sur mon emploi. Je suis chargée de mission formation supérieure et vie étudiante sur le pôle métropolitain du Genevois français. C'est plutôt large. Comment je pourrais... Alors, je vais peut-être vous partager mon écran pour vous montrer ça. Est-ce que... Bon, je vais vous partager tout l'écran, ce sera plus simple pour moi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, pas encore. Je sais pas Normalement, si- c'est le troisième bouton en partant de la gauche pour Ouais, partager alors, l'écran. Ah, c'est bon. Là, c'est Ah, bon. yes. On voit Ok. ton... Alors, pour vous montrer, moi, je gère le site internet grand format qui est du coup pour objectif de montrer toutes les formations supérieures du pôle, qui du coup se décline en plusieurs onglets, notamment bah, les pôles de formation. Donc, les pôles de formation, ça va être principalement les agglomérations et les communautés de communes. Et puis derrière, en fait, on a tout un historique de toutes les formations. Et donc, voilà, ça se décline comme ça. C'est un site un peu, si je peux dire, un peu bâtard, un peu classique et qui, du coup, ben, est compliqué à gérer parce que j'ai pas l'entièreté de la main puisque c'est géré par une agence de com. Mais du coup, voilà, moi, je peux modifier quand même pas mal de choses dessus. Et on a pour... Ouais. Ah, il y a un micro qui doit être allumé en même temps. Ah oui, Steve, pardon. Il me semble que ton micro s'est allumé. Ouais, c'est Ah, bon. désolé, bonjour. Pas de problème, bonjour. Pas de souci. Du coup, voilà, donc là, j'ai fait une grosse mise à jour hier sur ce site internet, mais on a pour objectif d'ouvrir un Instagram. Donc, je me suis amusée pour l'instant à créer des petites publications futures. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je participe aujourd'hui. C'est principalement pour avoir un peu les outils pour avoir une communication, on va dire, juste dans ce que je peux faire. Ok, super Ok, cool. super. En plus, c'est cool que tu lances l'Instagram après, parce que comme ça, on va potentiellement pouvoir te donner... Non, mais dans le sens où on va pouvoir te donner Ouais. quelques pistes pour le lancement, et comme ça, tu peux démarrer avec des bonnes pratiques, ce qui est, l'objectif. Ouais, tout à Ok. fait. Alors, ensuite, qui est arrivé après? Je ne sais plus. Linné, si tu m'entends. Oui, oui, Super. c'est ça, c'est l'INEI. Bah, vas-y, je te laisse te Euh, présenter. ouais. Voilà, moi j'ai un projet, c'est d'apporter une solution aux conducteurs âgés dans une optique de prévention routière. Voilà, et puis bon, c'est le démarrage, hein. Là, je suis à l'étude de marché. Mais en fait, j'ai travaillé pendant 4 ans. Avant, j'étais sur une plateforme web de mise en relation. Et puis voilà, là, j'aimerais bien découvrir de nouveaux outils de communication et le côté responsable m'intéresse. Voilà, je suis curieux de voir ce qu'il peut y avoir. Et tu as déjà toute ton identité visuelle de fait, ou parce que tu dis que tu en es à l'étude de marché, c'est-à-dire le projet est encore en idéation, ou tu as déjà quelque chose de construit?
Il est encore en idéation, ouais. Ok. Ça se précise, mais voilà, j'ai pas encore le logo, le nom de l'entreprise. Ouais, c'est le début. Ok. Ok, ça marche. Eh ben, merci. Ben, on pourra peut-être t'aider justement sur Yes. cette partie-là, puisque ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'avoir déjà toute une réflexion sur justement la partie création de logo, etc. Parce que ça joue on peut faire plein de choses en termes de responsabilité de ce point de vue-là. Donc, ça peut être hyper intéressant pour toi. Alors, ensuite, j'ai quelqu'un deux personnes qui se sont connectées sans donner leur prénom. Oui, c'est Flow Gister. Les deux. Donc, je ne sais pas si c'est deux personnes différentes ou pas. Alors, il y a peut-être moi. Bonjour, je ne sais pas. Oui. Ok, désolée. En fait, je me suis un peu connectée parce que je n'avais pas vu l'heure. Donc, j'ai fait au plus vite. Du coup, moi, je m'appelle Estelle. Je suis en communication chez Solpedi. Ok. Et donc, je suis un peu arrivée comme un cheveu sous la soupe, donc je n'ai pas trop préparé. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. En fait, je pensais que c'était demain. Enfin, bon, bref, voilà. Perdu dans. Chez Solpedi, ils me maltraitent. On sait. Donc voilà, donc non, pas du tout. Et donc moi, c'était la question écologique et environnementale m'intéresse énormément. Et je connaissais pas du tout la communication responsable, donc je suis vraiment curieuse de découvrir. Et donc je viens parce que ça m'intéresse. Mais voilà, j'ai pas préparé, je suis désolée. Mais je me languis d'apprendre plein de choses. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça fait combien de temps que tu es chez Solpedi? Moi, ça fait depuis novembre. Ok. Ok. Voilà. Et je suis en alternance, je sais pas si ouais, d'accord. Et donc, tu gères toute la partie réseaux sociaux, site web, tu as quelle mission Au début, c'était réseaux sociaux. Enfin, au début. Enfin, je fais toujours, mais au début, c'était vraiment axé sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, c'est plus site web, par exemple, newsletter aussi, et création d'événements. Donc, ça va vraiment prendre la com dans sa globalité. Ok, super. Voilà. Alors, du coup, la deuxième personne, je ne sais pas si elle était là parce que... Si jamais... Bonjour. Oui, alors juste, si jamais, Estelle, si tu peux, et puis pareil pour la personne qui va se présenter, si tu peux changer ton prénom, comme ça on saura qui est qui, parce que je crois que nous, on ne peut pas le faire de notre côté, mais toi, tu dois pouvoir. Et sinon, du coup, je laisse la nouvelle personne se connecter. Qui est partie. Elle est partie. Alors, du coup, je vais demander à Steve de se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Steve. Au début de mon projet, actuellement, je suis en train de monter une boîte de marketing digital qui sera basée au Cameroun, mais qui offrira des services pour le marché européen. Donc, je suis très intéressé par la communication responsable, également pour ma future entreprise, marketing digital, mais pas que. Je suis également à côté cofondateur d'une industrie, toujours au Cameroun. Et puis, ce serait intéressant qu'on puisse intégrer cet axe de communication, parce qu'après, on fait un peu c'est de l'industrie, donc seulement la nature et tout. Ce serait intéressant qu'on puisse communiquer de manière responsable sur nos activités. Merci. Ok, et ben cool. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on pourra peut-être voir ensemble deux parties. La première partie sur ton nouveau projet, comment tu peux dès le début intégrer cette partie responsabilité. Et puis, dans celui que tu as actuellement, ça pourrait être intéressant de voir quel pivot tu peux faire, quelles sont les améliorations que tu peux apporter dans ton entreprise pour amener de nouvelles idées et de bonnes habitudes, de meilleures habitudes. Voilà, pardon.
Du coup, si je me trompe pas, c'est Tajamal, alors désolé si je prononce mal, qui s'est reconnecté, c'est ça? Oui, tout à fait, c'était moi. Super, Ok. et ben je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Tajamal, je vous dis, j'ai un projet en fait en cours sur un produit agroalimentaire que je suis en train de développer, de tester. Donc, la communication, c'est sur la communication réseau et un sujet en fait qui m'apporte actuellement sur lequel je dois travailler. Donc, tous les conseils que vous pourriez me donner, ce sera super pour pouvoir les utiliser et appliquer aussi. Super, Ok. et donc ton projet consiste en quoi exactement? C'est de commercialiser donc en fait un kit d'un mélange d'épices pour un plat précis. Dans ce kit, il y aura aussi du riz et des instructions pour pouvoir en fait préparer facilement à la maison un plat. Donc D'accord, avec exact. super. Et du coup, là, t'en es où actuellement dans la construction du projet, concrètement? Sur la finalisation en fait du packaging. Ok, Voilà. super. Et du coup, si je me trompe pas, on a aussi Léa qui est arrivée. Bonjour. Je te laisse te présenter. Yes. Du coup, moi, je suis étudiante en communication et spécialisée dans la RSE et développement durable. Du coup, c'est ça que ça m'intéresse. Et à côté de ça, on est 6 camarades de classe à monter un projet pro où on crée un label pour la retouche photo pour que les photos arrêtent d'être retouchées, tout simplement. Ok. Super. Et vous en êtes tout dans ce projet? Là, pour l'instant, on est au début. Ça fait 3 mois qu'on travaille dessus. Donc, voilà. Ok. On rédige les contrats. Enfin, c'est vraiment le début pour l'instant. Mais du coup, on a quand même tout le référentiel à rédiger. Et voilà. Super. Et tu es en études où? À Sub de Pub, D'accord. Paris. Ok. Ok. En quelle année? M2. Ok, super. Trop cool. Et ben, c'est super de voir que vous êtes tous des projets hyper variés et pas du tout dans les mêmes classes, que ce soit ceux qui sont déjà lancés, ceux encore en études. Donc, on va tenter d'aborder le sujet. Donc, c'est Jean-Baptiste qui va prendre la main pour aborder du coup le sujet de la communication responsable. Si jamais il y a des termes qui sont pas clairs, vu que certains, tout le monde n'est pas dans le métier de la communication, surtout n'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas à intervenir. Normalement, vous avez la possibilité dans la barre en bas, vous avez une petite main qui permet de faire un peu une simulation comme si vous leviez la main pour parler. Nous, ça nous permettra de le voir et de vous donner la parole en conséquence. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà. Alors, la communication responsable, alors tout d'abord, on va faire un peu de définition. Donc, selon l'ADEME, la communication responsable, ça regroupe 3 piliers. Donc, tout d'abord, c'est communiquer sur ses enjeux. Donc, ça va être la communication qui est un peu, que un peu tout le monde comprend sur les enjeux qui sont en lien avec la RSE de l'entreprise, la responsabilité sociétale de l'entreprise, savoir quels enjeux, quels engagements vous avez pris au sein de votre entreprise et communiquer sur ces enjeux auprès de vos clients, de vos cibles, pour montrer voilà, votre engagement. Le deuxième pilier de la communication responsable, ça va être la transparence. En fait, quand vous allez travailler votre message, le message que vous voulez faire passer sur votre communication, il faut que ce soit authentique. Il ne faut pas que ça mette le ou la consommatrice dans une mauvaise posture, dans une mauvaise position. Par exemple, ça va être toutes les techniques marketing sur la surconsommation ou des soldes à outrance, on va dire. C'est vraiment voilà, de remettre de l'éthique dans votre communication, d'avoir une transparence par rapport aux consommateurs. Et enfin, le dernier, ça va être l'éco-conception. Ça va être travailler vos supports de communication suivant l'impact qu'ils peuvent avoir. Ça va être autant sur l'impact environnemental que sur l'impact sociétal. On y reviendra après. On pense souvent communication responsable, c'est savoir quel est l'impact environnemental de sa communication, le poids de la pollution digitale, par exemple.
le numérique responsable, mais ça reste aussi sur l'impact social, sociétal que ça peut avoir. On vous a mis aussi un petit bandeau attention sur les entreprises qui se disent neutres en carbone. On va tout de suite mettre les choses au clair. Actuellement, aucune entreprise dans le monde ne peut être neutre en carbone. C'est en plus une dénomination qui a été revue dans la loi il n'y a pas longtemps, dans la loi française notamment, sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'une entreprise qui est, pour faire rapidement, neutre en carbone, ça veut dire qu'elle n'émet pas plus que ce que la planète peut emmagasiner. Sauf qu'une entreprise, c'est pas possible. Ça a une valeur uniquement à l'échelle de la planète, parce que les émissions que vous allez avoir, ça peut être une autre entreprise qui peut les emmagasiner, ou la nature tout simplement. Donc éventuellement, ça peut être à l'échelle d'un pays, comme dit l'ADEME, et encore, mais sinon, c'est à l'échelle mondiale. C'est soit la planète, elle est neutre en carbone, soit elle ne l'est pas. Donc, des entreprises qui se disent neutres en carbone, c'est juste une histoire de maths qu'ils utilisent, mais c'est absolument pas vrai. Donc, déjà, si vous, dans vos entreprises, plus tard, vous pouvez éviter de le dire, ça serait déjà un bon début, comparé à d'autres qui le font. Mais voilà. Petite question, du coup, sur cette première slide, avant de passer à la suite. Est-ce que, parmi vous, il y en a qui connaissaient déjà les notions de pollution digitale? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler et est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Et la notion d'éco-conception, parce que c'est à peu près les deux notions qu'on entend souvent ou qu'on peut avoir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà ces notions en tête et qui connaissaient déjà ces notions avant qu'on en parle là maintenant? Pour ma part, oui. Ah mince, j'ai pas vu. Alors, Estelle, oui? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je crois qu'il y avait Noémie. Oui, c'est Noémie. J'ai dit que oui, effectivement, j'avais déjà entendu ces termes-là et aussi les cours ont fait que, parce qu'on travaille un petit peu dessus, voilà. Ok, cool. Bon, alors surtout, si vous avez des questions sur l'éco-conception ou sur la pollution digitale ou ce qu'on appelle aussi le numérique responsable, on pourra en reparler en fin de séance parce que autant l'éco-conception, c'est quelque chose de très large mais qui s'applique à la communication, ce qu'on va voir. Mais tout ce qui est pollution digitale et numérique responsable, ça touche aussi la communication, mais ça touche de façon plus globale tout ce qui est numérique. Donc, voilà, on pourra l'aborder, mais c'est vrai. Gestion de son entreprise, tout ça, Voilà. c'est plus large. C'est beaucoup plus large, donc on pourra en parler si jamais ça vous intéresse en fin d'heure. Mais voilà, nous, on va vraiment se focus sur notre cœur de métier, donc tout ce qui est vraiment communication. Donc, vas-y. Alors, l'éco-conception, donc, qu'est-ce que c'est? L'éco-conception, c'est une pratique générale donc, qui s'applique autant à la communication, qui s'applique généralement plutôt à concevoir ses produits et ses services, mais on peut également l'appliquer à sa communication ou à d'autres pans de l'entreprise. Donc, pour rappel, l'éco-conception se base sur le développement durable. C'est un produit qui doit limiter les ressources non renouvelables et intégrer vraiment la dynamique de recyclage, de réemploi, de durabilité. On vous a remis le diagramme du développement durable, environnement, social, économique. Et voilà, donc c'est des choses, dans sa communication, on peut avoir à cœur plus l'environnement. Donc là, ça va être le côté plus développement numérique responsable, pollution digitale, réduire la quantité de papier ou pas, ça dépend des actions de communication. Le côté économique, forcément, de la question des coûts. On peut se dire que parfois, communiquer de façon plus responsable, ça va être plus cher, c'est pas forcément toujours vrai. Le côté social, on va le voir après. Et voilà, les intersections à chaque fois pour avoir au final une communication qui soit plus durable. Donc là, par exemple, si je reprends un petit peu vos projets, typiquement, Tajamal, l'éco-conception, pour toi, ça peut être à la fois dans ta communication, ce qu'on parle ici, mais ça peut être aussi dans la conception de tes kits. Tu vois, de réfléchir, je ne sais pas si tes kits sont dans une boîte, sont dans un sachet, comment ils sont créés, comment ils sont pensés, etc. Mais du coup, toute cette partie-là peut aussi être éco-conçue. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir de façon large et qui permet d'avoir des impacts sur différents aspects d'une entreprise. Voilà, il faut avoir la question en tête, la question de la durabilité. C'est un peu, s'il y en a qui doivent connaître l'analyse de cycle de vie, c'est quelque chose c'est un principe un peu global qui est d'établir le bilan carbone d'un produit ou d'un service tout au long de sa vie, de la conception jusqu'à la fin de vie du produit.
Et donc, dans sa communication, on peut avoir un peu cette idée-là en tête de se dire, par exemple, quand on va faire un flyer, comment est-ce qu'on va le concevoir, sur quel type de papier on va l'imprimer, quel grammage, comment on va le diffuser. Et enfin, une fois qu'il est diffusé, qu'est-ce que ce flyer devient? Est-ce qu'on peut être sûr qu'il va être recyclé ou pas? Est-ce qu'on peut le récupérer ou pas? C'est voilà, avoir cette dynamique aussi d'analyse de cycle de vie dans une communication, c'est un peu quelque chose qui peut vous aider à travailler vos supports. On en parle ici dans le flyer, on verra, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais ça marche aussi énormément et on peut se poser encore plus la question sur tout ce qui est post sur les réseaux sociaux. Typiquement, tout le monde poste, et encore plus là, puisqu'on a quasiment que vous êtes une majorité à gérer la communication dans vos entreprises. Vous faites des posts sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest et autres, puisque les réseaux sociaux ne cessent de s'étendre. Mais une fois que le post est fait, personne ne se pose la question de qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il est encore vu, etc. Je pense par exemple à un tweet. Un tweet, on sait que ça a une durée de vie très, très, très courte. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après quand j'ai fait mon tweet et qu'il est fini? Donc ça peut être aussi intéressant. C'est une manière de penser sa communication différemment, de vraiment s'attacher sur quelle est la durée du post que je vais faire ou du contenu que je vais créer, quel impact je veux lui donner et surtout, comment je peux faire pour qu'il ne reste pas dans un coin des réseaux sociaux à attendre que le temps passe jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Voilà. Donc ça, on pourra en reparler également. Au moment des réseaux sociaux. Alors là, on fait un petit focus sur le social, parce que la communication responsable, on entend beaucoup que c'est une question environnementale, du poids de son site web, tout ça. Mais il faut savoir que la communication responsable, c'est aussi du côté social et penser à son impact social. Donc par exemple, dans la création visuelle, les deux couleurs que je vous ai mis, alors peut-être qu'il y en a qui sont concernés, ça sera un bon exemple, mais par exemple, le dégradé que vous avez du violet au bleu et la photo bleue à côté, en fait, la différence pour environ une certaine partie de la population qui est daltonienne, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les deux. En fait, les couleurs sont les mêmes. Donc, quand vous créez votre identité de marque, quand vous choisissez vos couleurs, il est important de vérifier quand même que les couleurs ne se chevauchent pas pour les daltoniens. Alors, on peut penser que ce n'est pas grand-chose, mais ça fait quand même 10% de la population, 10% il me semble, de la population qui est daltonienne. Ça touche énormément, beaucoup plus les hommes pour des questions de génétique. Mais c'est quand même quelque chose qui est important. Là, c'est anecdotique, mais imaginez que vous mettez votre logo violet sur un fond bleu. Bah, suivant les teintes, ça va être juste un fond bleu. Donc, ça sera un petit peu dommage. En bas, c'est pareil. Vous avez des couleurs qui, des fois, se rapprochent trop, qui n'ont pas assez de contraste. Quand vous allez mettre sur un texte petit, sur un texte qui est un peu large, vous allez pouvoir facilement lire. Un texte qui sera beaucoup plus petit, des personnes qui ont une moins bonne acuité visuelle ne feront pas la distinction. Donc pour ça, vous avez il y a un référentiel qui a été créé par une association qui gère le web, qui est le WCAG21, un super nom, traduit en français. À la base, il est anglais, donc si vous voulez lire en anglais, allez-y. Mais sinon, il a été traduit en français par une asso. Et ça vous donne alors, le guide est énorme, mais ça vous donne plein de pistes. Après, il y a certains contenus qu'on peut retrouver qui sont plus accessibles, qui peuvent guider un peu les personnes à concevoir son site web. Mais on retrouve plein de pistes pour une meilleure accessibilité du web. Donc ça va être, par exemple, donc on fait le lien avec le web à côté, mais l'attribut alt sur les images, il y a des personnes qui ne voient pas les images, de mettre une description, si l'image est vraiment nécessaire, de mettre une description, qu'est-ce qu'on voit sur l'image. Pareil pour les vidéos, de mettre des sous-titres. Maintenant, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux de vidéos qui sont vues sans le son. Donc les sous-titres ont fait énormément leur apparition, mais des fois, on ne les met pas toujours. Donc c'est autant un confort pour les personnes qui continuent d'écouter leur musique en regardant Instagram, par exemple, que des personnes sourdes qui n'ont pas les sous-titres. Pareil pour les CAPTCHA, vérifier l'accessibilité. Oui, le CAPTCHA, est-ce que tout le monde voit? C'est quand on vous demande, par exemple, sur plein d'images, de sélectionner les feux ou de choisir les voitures au milieu de bateaux, par exemple, pour vérifier que vous êtes un humain et pour éviter d'avoir des robots qui vont remplir les formulaires et spammer. Donc, pareil, vérifier l'accessibilité des CAPTCHA que vous pouvez utiliser si vous avez des formulaires sur votre site web. Il y a plein de types de CAPTCHA qui existent et certains sont accessibles et d'autres beaucoup moins. En termes d'outils, oui, j'ai oublié, pour tout ce qui est les couleurs, vérifier si elles s'il y a un assez bon contraste, si elles ne se chevauchent pas pour certaines formes de daltonisme. Vous pouvez utiliser Color de Adobe,
qui est vachement bien. Et ça, vous avez les deux. Vous pouvez sélectionner sur le type de certification que vous voulez pour le contraste de vos couleurs. Et il est vraiment bien travaillé. C'est vraiment utile. Il y en a plein d'autres sur Internet si vous voulez regarder contraste, couleur ou daltonisme, couleur web. Il y en a plein. Mais celui d'Adobe est quand même pas mal fait. Pour terminer sur la rédaction, l'écriture inclusive. Alors, petit point, alors, on est pour, on est contre. C'est pas, voilà, vous faites ce que vous voulez. Justement, je vous ai mis en lien une vidéo sur YouTube qui est extrêmement bien sourcée sur des études scientifiques qui ont travaillé sur l'écriture inclusive et l'impact que ça peut avoir. Donc, je vous encourage vivement à la voir. Elle est hyper intéressante, elle fait 20 minutes, je pense, à peine. Mais elle est super intéressante. Donc, c'est juste pour vous dire que l'écriture inclusive, par exemple, il y a différentes formes. Ce n'est pas uniquement le point médian. Ça peut être de mettre un tiret, ça peut être de mettre les deux, ça peut être d'accorder sur le dernier pronom. Ça peut être de neutraliser votre discours au lieu de dire... Alors là, c'était vraiment un exemple vraiment brut. Personne ne dit les personnes qui achètent. Mais c'est pour certains exemples, comme dans la vidéo, par exemple, elle dit, au lieu de dire les Canadiens, on peut dire la population canadienne. C'est voilà, des techniques un peu de travailler quand vous rédigez vos contenus. Si vous voulez avoir de l'écriture inclusive, mais sans mettre le point médian ou des tirets, vous pouvez tourner votre façon de parler d'une autre manière qui rentrera dans ça. Donc ça, c'est aussi votre impact social. On voulait faire un point sur l'écriture inclusive parce que ça a vraiment... Je vous invite vraiment à voir cette vidéo parce que ça vous explique que ce n'est pas uniquement de dire voilà, on veut inclure tout le monde ou on veut parler d'une autre façon. Ça a vraiment un impact social également. Et pour terminer, les emojis, faites extrêmement attention quand vous les mettez dans vos posts parce que les lecteurs de PC que les gens utilisent pour lire les textes lisent les emojis avec des descriptions, comme un emoji. Donc clairement, le visage souriant aux yeux rieurs, voilà, vous voyez un emoji qui rigole, ça met 2 minutes à lire pour un lecteur d'ordinateur. Donc mettez-les plutôt en début, en fin de phrase, mais pas en plein milieu parce que sinon ça devient illisible. Et ça m'a fait penser à un point que j'ai oublié. Si, ça y est. Alors, oui, je voulais juste compléter donc, ce que Jean-Patrice disait, surtout sur la partie rédaction et la partie inclusivité. Comme Jean-Patrice disait, que vous soyez pour ou contre, ce n'est pas forcément le débat là qu'on veut mettre en place, mais c'est surtout d'un point de vue transparence, parce qu'on entend beaucoup, et de plus en plus de marques qui justement se disent inclusives, se disent voulant représenter toutes les personnes, etc. Et il faut bien penser que avoir une communication responsable, comme on l'a dit, c'est aussi avoir une communication à la fois environnementale, mais aussi sociale. Et donc, c'est surtout être très transparent dans ses valeurs et pouvoir montrer que ce que vous dites être est la réalité, en fait. C'est un peu le b.a.-ba. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique, mais ça ne l'est pas toujours. Et des fois, quand on crée, et surtout, je pense là, du coup, aux personnes qui sont avec nous et qui sont en train de créer leur structure, comme par exemple Léa ou par exemple Steve, où vous êtes en pleine création de votre projet, vous allez à un moment forcément travailler votre plateforme de marque, réfléchir à comment vous voulez qu'on parle de vous, quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission, quelle est la vision de votre entreprise. C'est un gros travail de faire ça et il faut le faire, mais surtout derrière, réfléchissez bien à comment mettre en place des actions ou des choses qui vont prouver vos valeurs et qui vont montrer que vous êtes vraiment sincère dans vos valeurs et que vous ne dites pas on est inclusif parce que c'est la mode d'être inclusif ou on est engagé parce que c'est la mode d'être engagé et que voilà. Il faut vraiment avoir une réflexion sur ok, j'ai pour valeur d'avoir une entreprise, je dis n'importe quoi, optimiste, par exemple. Ça peut être une valeur tout à fait sympathique à avoir dans une entreprise. Vous êtes optimiste, vous n'allez peut-être pas avoir une charte graphique hyper sévère, très sombre. Enfin voilà, il y a vraiment une volonté de faire attention à qui on veut être et qui on a l'impression d'être. Parce que souvent, quand on s'adresse à des entreprises, elles nous disent « Oui, mais moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. » Et en fait, quand on va aller vers le consommateur et poser des questions et interviewer les consommateurs, on se rend compte que la vision que les consommateurs ont de la marque n'est pas du tout celle que les chefs d'entreprise ou les gens qui sont dans l'entreprise ont, parce qu'il y a une énorme scission entre
la communication et l'identité de la marque et ses valeurs derrière. Donc voilà, faites bien attention à ce genre de choses. Et voilà, c'est une petite touche en plus. Encore une fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous mettez votre petite main et on vous répond. Bah là, justement, on va passer sur vos supports de communication. S'il y en a qui veulent partager des supports ou soit que vous avez réalisé, soit que vous voulez réaliser, et avoir un peu des tips, on va dire, de comment les concevoir, quels sont un peu les points d'attention à avoir. On vous a mis en exemple site web, flyer, newsletter, des réseaux sociaux, mais ça peut être plein d'autres choses, des cartes de visite, par exemple. Ça sera un peu le même combat que flyer, on ne va pas se mentir. Mais voilà, donc si vous avez, nous on en a prévu quelques-uns, mais s'il y en a qui ont des questions spécifiques sur leur site web ou sur leur flyer ou autre, c'est votre moment. Voilà. Non, bon, on peut les passer en revue. Moi, j'ai juste une question. Oui. Vous mettez, du coup, dans cette diapo-là, vous mettez les réseaux sociaux tous en même temps, mais au final, chaque réseau social doit avoir une marge différente, non? Tu parlais tout à l'heure de Twitter qui a, voilà, on va dire, un impact à l'instant T, mais pas forcément dans l'avenir. Est-ce que c'est pareil sur toutes les plateformes? Et comment on peut bouger ça, enfin comment on peut s'en servir pour notre communication? Alors, c'est une super question. Effectivement, non, chaque réseau a ses codes. C'est pour ça, alors que vous ne l'entendrez pas forcément de tout le monde, mais nous, on est un peu contre ce qu'on appelle le duplicate content, c'est-à-dire parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, parce que les réseaux aussi nous permettent de faire ça, c'est de dire, je crée un compte Instagram et en un clic, ça va aussi publier sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, et donc ça, entre elles, les marques, par exemple, je pense au groupe Meta, qui du coup possède plusieurs réseaux sociaux et le permettent, de par leur plateforme interne, de pouvoir faire ça. Mais aussi, si vous utilisez, par exemple, des logiciels, enfin des solutions de planificateur, de publication, qui vous permettent de cocher, vous faites un post et vous cochez tous les réseaux où vous voulez que ça soit. Alors, on conçoit que c'est possible, enfin, on dit pas que voilà, c'est facile, et quand on a beaucoup de choses à gérer, etc., ça peut être effectivement une solution, mais pour nous c'est un peu une erreur, dans le sens où comme Laure tu le dis très bien, et tu l'as fait remarquer, chaque réseau social a ses codes, a ses manières d'écrire, a ses utilisateurs et surtout ses contenus un peu phares. Typiquement, vous n'allez pas mettre un Reels sur LinkedIn, par exemple. On peut en soi, mais c'est pas du tout ce qu'on attend. C'est pas forcément ce qui va marcher auprès du public, et c'est pas forcément un contenu qui adapté, parce que le Reels, malgré tout, c'est un contenu qui est fait pour Instagram et TikTok, parce que c'est eux qui l'ont, surtout TikTok qui l'a créé, parce que c'est un support qui se voit rapidement, qui fait passer un message très vite et qu'on peut oublier très facilement aussi. Alors que sur LinkedIn, on va être sur des supports qui ont tendance à rester un peu plus. Si vous allez sur le réseau social assez régulièrement, vous verrez que vous avez des contenus qui sont avec beaucoup d'informations, qui ont pour but d'être lus pendant, on va dire, longtemps, parce que je mets des guillemets à longtemps parce que tout est relatif, mais on est plus sur un réseau qui va vous permettre potentiellement de voir des publications qui ont été faites il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Donc, ce n'est pas un réseau social de l'instantanéité, ce serait même le contraire de Twitter. Ou Twitter, comme je le disais, effectivement, on tweet, c'est maintenant, tout de suite, 15 minutes après, notre tweet n'existe plus et plus personne ne le verra, à part si vous faites vraiment un gros boom et avec votre tweet, ce que j'espère pour vous, hein, bien sûr, mais voilà, on n'est quand même pas du tout sur les mêmes temps de publication, et donc c'est là où il faut réfléchir. Effectivement, vous avez un support, vous avez un message à faire passer. Ce que je vous conseille, c'est de dire, ok, à qui s'adresse mon message? Combien de temps Non, tu l'as là.
Je l'ai perdu. On va y arriver. C'est bon. Voilà. Donc ça revient voilà, à revoir un petit peu en parallèle avec les bonnes pratiques pour choisir son réseau. Mais c'est vraiment d'identifier à qui je veux m'adresser, pourquoi je veux faire, donc que ce soit pourquoi je veux aller sur ce réseau ou pourquoi je veux mettre ce post. Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour... ça peut être informé dans le sens pédagogique. Est-ce que c'est parce que je sors un événement et donc j'ai besoin d'informer ma communauté? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que je souhaite juste informer, mais de façon très rapide, par exemple, comme on pourrait avoir sur n'importe quoi, ce Why Not Talk, où on a besoin, Camille a eu besoin de relancer tout le monde très rapidement, mais du coup, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc voilà, réfléchir sur ce genre de choses. Est-ce que c'est en accord avec mon projet? Par exemple, il y a des réseaux qui peuvent être complètement à l'encontre des valeurs que vous prônez dans votre entreprise. Et donc ça, c'est aussi à réfléchir. Quelle ambiance il y a sur ce réseau social? Qu'est-ce qui est majoritairement promu par ce réseau social? Est-ce que cela me correspond? Est-ce que ça ne me correspond pas? Je pense par exemple actuellement Twitter est un réseau qui est beaucoup montré du doigt parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent payantes, etc. etc. Et il faut savoir qu'en parallèle, par exemple, il y a un réseau social qui existe, dont je me trompe toujours le nom, qui s'appelle Mastodon, merci, qui a exactement le même but en termes de construction, c'est-à-dire c'est des messages très courts qu'on envoie rapidement, et c'est le même format que Twitter, mais qui est un format qui est une construction open source, donc ce n'est pas un réseau social qui est possédé par... voilà. Et surtout, du coup, ça amène aussi qu'on ait potentiellement une autre type de communauté de personnes. Et il faut savoir, en particulier, je vous parle de ce réseau social parce qu'il est en train de faire un gros boom ces derniers temps. Si je ne me trompe pas, on est à plus 10 000 personnes qui se sont abonnées récemment et qui ont créé un compte sur ce réseau social, du fait que justement, il y a des gros changements sur Twitter et que du coup, ça commence à poser problème à beaucoup d'utilisateurs. Il y a plusieurs réseaux qui ont un peu ce parallèle open source. On peut penser aussi à Instagram, du coup, qui a un réseau social parallèle, on va dire, qui s'appelle Pixel Feed, et où là, on est sous le même format, ça va être de la photo. Par contre, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de Reels, il n'y a pas de vidéo. Non, il y a une tentative en ce moment d'essayer de faire des lives, d'avoir une solution live. Mais sinon, oui, c'est vraiment de la photo, vidéo, je ne suis pas sûr. Non, il ne me semble pas, mais c'est vraiment revenir un peu à Instagram au début, qui était de partager de la photo, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup de solutions qui existent en réalité. On connaît les réseaux principaux parce que c'est ceux qui sont le plus utilisés, mais réfléchir aussi à où aller parce que je me pose la question de qu'est-ce qui est en accord avec mon projet, c'est très, très important. Le concept que vous voulez développer. Alors, nous, malheureusement, là, on espérait pour ce live avoir sorti notre compte Instagram, mais il sortira finalement pas tout de suite. On est en cours, mais parce que, voilà, on a une vraie réflexion. Quels sont les messages qu'on veut faire passer sur LinkedIn? Sur notre LinkedIn actuellement, on est sur des messages vraiment d'information, de pédagogie. On partage également les différentes offres qu'on propose parce qu'on a un côté aussi commercial via ce réseau social qui ne sera pas forcément et qui sera beaucoup moins présent sur Instagram, ou sur Instagram, on a un autre concept, on a une autre façon de penser parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, que les formats ne sont pas les mêmes et donc on ne veut pas dupliquer, parce qu'il faut aussi se dire que si vous avez 5 réseaux mais que sur les 5 réseaux vous publiez la même chose, quel est l'intérêt pour votre consommateur de vous suivre sur ces 5 réseaux, et quel est l'intérêt pour vous de construire un travail et de donner de l'énergie pour 5 réseaux? Ça, c'est extrêmement important. Si vous faites la même chose, ça veut dire que vous avez 5 fois plus de temps vous prenez 5 fois plus de temps pour faire les choses. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à ça. Quel est le concept pour avoir vraiment une pertinence sur les réseaux. Et enfin, le plus simple, combien de temps je peux allouer à chaque réseau. Ça vous permettra vraiment de savoir
combien de temps au global vous accordez à votre communication, et donc du coup de pouvoir savoir combien de temps vous pouvez être présent sur le réseau, l'alimenter correctement, être efficace, et comme ça vous saurez combien de réseaux vous pouvez gérer, et surtout quel type de réseau vous pouvez gérer, parce que chacun vous demande plus ou moins de temps. Voilà, c'était une très, très grosse réponse. J'espère que je vous ai pas trop perdu, mais en tout cas merci Laure pour la question. En gros, vaut mieux pas être sur un réseau que d'y être et pas Oui. s'y investir. Complètement. Il n'y a rien de plus frustrant pour un consommateur que d'arriver sur la page de votre réseau social et de n'avoir aucune information au final. Je pense que même vous, Oui. potentiellement, ça vous est déjà arrivé, un truc tout bête, de se dire, je sais pas, moi j'ai l'exemple d'un restaurant, je vais chercher un restaurant, j'arrive pas à trouver de site internet, etc. Je vais essayer de voir ses réseaux sociaux, on clique dessus, il n'y a rien, ça n'a pas été publié depuis 2 ans. C'est hyper frustrant parce que du coup, on n'a aucune information et on ne sait pas quoi faire de ce qu'on a sous les yeux, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions vraiment pratico-pratiques ou un peu plus larges? Sinon, on peut sur continuer. les supports. Là, les sites web. Alors, s'il y en a que ça intéresse et qu'on aura un peu de temps à la fin, je pourrais vous aider à installer une extension pour auditer vos propres sites web sur les démarches de numérique responsable, puisque c'est très simple, enfin c'est simple et pas simple à utiliser. Donc voilà, c'est Green IT Analysis, s'il y en a déjà qui connaissent. C'est plutôt pour les navigateurs de type Chrome, donc Google Chrome, Brave aussi, et sur Firefox aussi, il me semble, on peut l'installer. Donc, sur les services web, on vous a mis un peu les principaux points d'attention que vous pouvez avoir à votre échelle. Alors après, tout dépend de la liberté de mouvement que vous avez. Des fois, vous n'avez pas le choix d'hébergeur ou du CMS. Donc, voilà. Je pense à Laure, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, que Oui. que tu gérais le site web, mais que tu n'avais pas forcément toute la main dessus. Voilà, donc on vous met les points d'attention. Après, bien sûr, c'est à mettre à votre échelle comment vous pouvez, la marge de manœuvre que vous avez. Donc, au niveau de l'hébergeur, les points d'attention, ça peut être sur la politique d'achat des serveurs. Par exemple, il faut savoir que des serveurs, ça se change normalement à peu près tous les 3-5 ans. Ça dépend des hébergeurs, justement, des problèmes qu'il peut avoir. Donc, il peut y avoir une politique d'achat derrière. Nous, par exemple, on est chez Infomaniac, donc c'est un hébergeur suisse qui a une politique d'achat sur ses serveurs de les prolonger jusqu'à 15 ans, de en fait, pouvoir recycler ses serveurs sur d'autres services web qui sont moins gourmands en ressources ou autres. Donc voilà, c'est de prolonger la vie des serveurs, qui est justement une des dynamiques du numérique responsable, qui est de prolonger les machines, la durée de vie des machines. Ça peut être le fournisseur d'énergie. Un data center, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc, dans l'analyse de cycle de vie d'un ordinateur ou d'un téléphone, les services data center, ce n'est pas la majorité, mais pour un site web, ça l'est un peu plus. Donc, de savoir quelle énergie utilise le data center dans lequel votre site est hébergé. La technologie de refroidissement, la climatisation des data centers, parce qu'un truc que les serveurs détestent, c'est le chaud. Donc, il faut les refroidir. Donc, est-ce que c'est des grosses centrales de climatisation ou est-ce qu'il y a d'autres technologies qui existent? Donc, ça peut être quelque chose à voir. Et également la conformité RGPD. Alors, pour des hébergeurs qui sont en France, en Europe, le RGPD, c'est plus ou moins une obligation. Mais si vous avez des hébergeurs qui sont ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Pour le CMS, alors il y a énormément de CMS qui existent. Le plus connu, c'est bien sûr WordPress. Donc, privilégier l'open source. Le fait de privilégier de l'open source, c'est qu'en fait, des gens, pour ceux qui ne savent pas, mais l'open source, c'est le code est ouvert. Donc, vous pouvez très bien prendre le code chez vous, faire vos modifications, le diffuser, l'utiliser. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et l'avantage avec ça, l'open source, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait coder, c'est que d'autres personnes peuvent revoir le code et vous dire si en fait c'est quelque chose qui est assez bien construit, pas du tout, qui est facile d'utilisation ou pas. Vous avez plein de choses qui sont possibles. CMS, pour s'il y en a qui ne savent pas, c'est Content Management System. C'est un logiciel web qui vous permet de gérer le contenu de votre site et comment il va s'afficher. Mais voilà. Veillez à la sécurité. Il peut y avoir des CMS qui sont plus ou moins sécurisés. Après, la sécurité, à la louche, mais 80% des cas de cyberattaque, entre guillemets, c'est la faute de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les sécurités du monde. Si vous notez votre mot de passe sur un post-it,
vous notez votre mot de passe sur un post-it. Donc après, si vous faites des photos et que c'est diffusé sur les réseaux, c'est histoire réelle. Oui, voilà, on vous dit ça parce que ça s'est vu des Ça s'est vu interviews. de gens qui avaient noté leur mot de passe sur en post-it à côté de leur écran de PC. On vient chez eux faire une interview, c'est diffusé en prime time et voilà. Donc voilà, ayez la meilleure sécurité que vous voulez, mais c'est aussi dans vos pratiques. Et en utilité, alors ça que normalement tout le monde peut un peu gérer du moment qu'on gère son site web, c'est de compresser les images. Faire attention à vos images. Il n'y a pas vraiment de limite, mais moi j'aime à dire que quand vous mettez une image sur votre site, il ne faut pas qu'elle dépasse 1 mégaoctet. Et c'est vraiment la barre la plus haute, parce que ce qui pèse lourd dans un site, c'est les médias, les images, les vidéos. Donc limitez ces ressources, compressez-les, utilisez les bons formats d'images, le JPEG pour des photos, le PNG pour des graphiques, des logos, tout ça, parce que ça vous permettra de gagner en légèreté de votre site et il se chargera beaucoup plus vite. Et enfin, pour la rédaction, ça c'est plus pour le côté blog. Ayez une fréquence raisonnable de rédaction de vos articles, c'est-à-dire que, comme sur les réseaux, voilà, les articles, ça a quand même une durée de vie assez longue, normalement, donc évitez de rédiger un article toutes les semaines, sauf si vous avez une communauté extrêmement développée qui lit vos articles et qui les attend avec grande impatience, peut-être. Mais sinon, Tant mieux même. Tant mieux même. Mais c'est comme les newsletters, ayez une fréquence raisonnable. Suivez vraiment les statistiques de vos articles. Est-ce qu'ils sont lus jusqu'à quel moment? Est-ce que c'est vraiment bien reçu? Et privilégiez aussi des fois la mise à jour d'articles au lieu de réécrire des nouveaux articles. Des fois, votre avis peut changer sur une question. Il peut y avoir des nouvelles informations qui vont étoffer un article. Vous avez le droit, entre guillemets, de reprendre un article. Vous n'êtes pas un journal. Donc, voilà, vous pouvez reprendre vos articles. Vous pouvez publier des mises à jour, des updates, tout ça. Ça vous permet de garder un article et d'avoir aussi des articles qui sont très pointus sur un avis, sur un sujet. Et enfin, vous avez le droit également de supprimer vos vieux articles, des articles de 4-5 ans qui n'ont plus rien à voir avec l'actualité. Supprimez-les, ça prend de la place, ça ne sert à rien. Ou alors des articles plus récents qui, au final, n'ont pas eu l'impact que vous vouliez. Supprimez-les. Encore une fois, vous n'êtes pas un journal, vous n'êtes pas le 20 minutes. Donc voilà, vous avez une certaine liberté rédactionnelle un petit peu. Si vous voulez supprimer un article, supprimez-le. Ou même si vous faites, vous avez créé un article parce que, comme tout à chacun au départ, et surtout quand on commence et qu'on lance son projet, on a tendance à tester différentes choses en communication. Et si vous vous dites, je vais créer un événement, je ne sais pas trop comment en faire la promo, je vais en faire un article, et que l'événement est passé, vous pouvez soit supprimer l'article, soit dire, comme disait Jean-Baptiste, mettre à jour l'article, ou vous remettez, par exemple, le début qui était la promotion de l'événement, et enfin, après, le retour sur l'événement, l'analyse, etc. Soyez vraiment imaginatif sur ces supports qui sont en plus vraiment des supports très importants, les articles, parce qu'au-delà du fait qu'on a toute la partie SEO, donc pour ceux qui connaissent tout ce qui est référencement naturel, qui vous permet de mieux référencer votre site, l'article est vraiment un support qui reste dans le temps, que vous pouvez réutiliser pour créer des contenus pour les réseaux sociaux, que vous pouvez remettre au goût du jour, que vous pouvez republier à certains moments. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a un gros potentiel. Linné, on a vu ta question. Si jamais la question est que pensez-vous de ChatGPT pour publier des articles? Alors, d'un point de vue global, encore une fois, faites ce que vous voulez, mais dans un contexte de communication responsable, encore une fois, c'est un peu pour faire le lien avec les réseaux sociaux et qui était un peu de voir le temps disponible pour les réseaux sociaux. Si vous voulez lancer un blog, mais que vous n'avez pas le temps de rédiger des articles et vous décidez de passer par une IA pour le faire, posez-vous la question de pourquoi je fais un blog. C'est un peu ça en fait. Après, ça peut vous aider si vous voulez vous amuser. C'est très performant. Je l'ai utilisé pour voir un peu ce que ça donnait sur du codage web. C'est performant, mais ça peut vous apporter potentiellement des connaissances supplémentaires si vous cherchez. Voilà, vous êtes en train de construire un article. Ça peut être une source d'information sur une date, sur une définition, ou même, par exemple, moi, je m'en suis déjà servi pour reformuler une phrase que je n'arrivais pas à
j'avais une idée que je n'arrivais pas à mettre en forme correctement et je n'arrivais pas à faire une phrase claire, je me suis appuyée pour reformuler mon idée. Mais voilà, comme dit Jean-Baptiste, je suis tout à fait d'accord, si c'est faire ChatGPT parce que c'est facile d'avoir un article tout écrit, tout fait, et juste publié sur son site internet, parce que la volonté derrière, c'est juste de faire du référencement naturel, bah, ça pose problème en termes de responsabilité et surtout, bah, ça apporte réflexion sur quelle est vraiment la volonté de ce blog au final et est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire, quoi. D'autant plus que l'objectif d'un blog et de la rédaction d'articles, c'est quand même donner votre avis. Donc, si vous transmettez votre avis par le biais d'une IA, c'est un petit peu dommage, d'autant plus qu'il me semble que ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Si vous demandez de réagir à une actualité, ça peut être un peu problématique. Donc, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour voir un peu, formuler des phrases ou autre, mais c'est vrai que pour rédiger totalement un article, ça ne me paraît pas très pertinent personnellement. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans un article, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la rédaction que vous faites de l'article est aussi souvent, et je le conseille, même si vous passez par un freelance, par un prestataire, par un rédacteur web, c'est de créer un brief pour qu'on puisse entendre votre intonation, votre façon de communiquer, parce que sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, vous avez une façon de parler en fonction de votre marque. Je pense par exemple à Léa, sur la partie label, il peut y avoir quelque chose de très carré et de très institutionnel parce que voilà, on est sur la création d'un label, etc. Donc il y a une importance dans la façon d'écrire et une précision à avoir. Une prise de position qui est claire. Voilà, un peu comme Laure aussi avec le site internet que tu as de grand format où voilà, on se positionne sur de la formation, etc. Il faut être un peu carré, alors que par exemple, Tajamal sur son projet agroalimentaire, on peut être, je ne sais pas du tout quel est le... je sais pas du tout quelle est la construction du projet, mais ça peut être quelque chose qui est très familial, avec une approche très conviviale et du coup une façon d'écrire qui va être complètement différente. Chose que vous ne pourrez pas transmettre si vous faites passer de l'IA. Laure, j'ai vu que tu avais une question. C'était pas tant une question, mais c'était pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'utilisation, enfin, comment on parlait aux gens et à comment on s'adressait à eux. Je vois sur le site internet notamment, on s'adresse un peu plus, on est un peu plus carré, mais par exemple sur le Instagram, on veut faire le tutoiement parce qu'on va être plutôt sur notre cœur de cible, c'est les étudiants. Donc pour communiquer avec eux, on s'est dit que le tutoiement était plus simple, quoi. Effectivement, c'est une très très bonne idée. Encore une fois, adapter chaque support, comme on disait tout à l'heure, chaque réseau social et chaque support de communication a ses codes. Et effectivement, c'est pas les mêmes cibles, donc les moyens de communiquer seront pas les mêmes. Typiquement, faire un article avec plein de hashtags, d'emojis, etc., ça peut être hyper mal vu et très compliqué à la lecture, alors que sur Twitter ou sur Instagram, les abréviations, les emojis, les hashtags, c'est quelque chose qu'on a l'habitude et qu'on s'attend à voir, donc on est déjà moins choqué et plus habitué à le voir. Et du coup, la lecture n'est pas forcément très compliquée. Donc pour terminer sur le site web, donc on vous a mis, si vous voulez auditer votre site un peu facilement, alors Website Carbon et EcoIndex, c'est très facile, vous entrez l'URL du site et ça vous donne une note des bonnes pratiques un peu large. Green IT Analysis, donc c'est une extension qui s'installe sur Chrome, voilà, qui rentre un peu plus dans le vif du sujet, mais qui s'appuie sur des données d'EcoIndex. Donc si jamais sur EcoIndex, vous avez globalement certaines infos. Green IT Analysis, ça vous permet de rentrer vraiment plus dans le cœur du sujet, de faire des parcours utilisateurs. Parce que ça peut être intéressant de voir une page, l'impact d'une page web, mais ce qui est vraiment important, c'est quand c'est un utilisateur type qui va naviguer sur votre site, qui va arriver sur la page d'accueil, qui va cliquer sur un lien, qui va remplir un formulaire, tout ça, et vous pouvez enregistrer en fait toutes ces étapes avec Green IT Analysis et avoir un parcours utilisateur type, un impact carbone un peu d'un parcours utilisateur. Donc voilà, s'il reste du temps à la fin et qu'il y en a ça intéresse, je pourrais vous montrer comment on l'installe et comment on l'utilise. C'est un peu tricky, mais une fois qu'on a compris, c'est plus facile.
Voilà, on va passer à d'autres, mais si jamais vous avez d'autres questions sur le site web et autres, n'hésitez pas. Réseaux sociaux, c'est fait. Sur le print, alors, tout d'abord, on va commencer par la fin, mais le papier pollue plus que le numérique. Alors, pas toujours, et inversement. Ça dépend énormément de ce que vous voulez en faire, de ce que vous en faites. Par exemple, une campagne flyer, ça peut être totalement justifié si vous voulez réutiliser les flyers, si c'est une action qui est longue dans l'année, quelque chose qui est très durable. En fait, il faut réfléchir que dès que votre communication est durable sur le temps, que c'est pas pour un week-end ou que c'est vraiment sur 6 mois, 1 an, le format papier est plus adapté. Parce que consulter du papier, ça ne demande pas de ressources, ça n'a pas d'impact carbone, alors que vous envoyez un mail, à chaque fois que vous devez reconsulter un mail, que vous devez reconsulter une vidéo ou autre, il faut allumer votre PC, il faut le charger, tout ça, ça a un impact. Le papier, ça n'en a pas. Donc si votre information est très durable dans le temps, en fait, c'est un peu, s'il devait retenir une idée, c'est ça. Si votre communication est très longue, le format papier peut être une option. Après, il ne faut pas que ce soit non plus une excuse pour imprimer à tout va. Et encore une fois, comparer des choses comparables. Je sais que par exemple, la Poste a fait une étude hyper intéressante sur l'impact du papier versus numérique. Alors, bon, c'est la Poste qui l'a fait, on peut se dire que c'est très orienté, personnellement, je trouve. Mais quand on compare une campagne flyer pour une promotion à une vidéo sur les réseaux sociaux et des posts, pour moi, c'est pas très comparable. Un flyer, on ne met pas une vidéo dessus. Donc, voilà, comparer des choses comparables. Noémie, tu as une question? Oui, c'était pour rebondir sur le fait que le papier n'était pas forcément plus pollueur que le digital. Est-ce que vous considérez que, par exemple, sur un format papier, si on met des animations qui ont lieu tout au long du mois, ça va être une information durable ou alors ça reste assez court comme communication? Sur une information au mois, ça peut être quelque chose assez durable. Après, si c'est une animation toutes les 2 semaines, du coup, ça le devient un peu moins. Mais en soi, après, ça peut être aussi comment vous travaillez votre contenu. Par exemple, si vous dites que c'est une animation tous les premiers samedis du mois, votre flyer, vous l'utilisez toute l'année. Donc, c'est aussi comment vous... Et ça, c'est à la période de conception, comment vous allez créer votre flyer. Après, ça peut être aussi... nous, on dit par exemple quand c'est des promotions ou autres et que vous voulez diffuser des flyers parce que c'est quelque chose qui est dans le quartier, qui est proche ou sur le numérique, ça n'a pas d'impact, vous pouvez demander à ce qu'on vous ramène le papier